Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'AT2E Grand Est autour des enjeux et des opportunités de la GTB, gestion technique du bâtiment pour les entreprises. Donc, je suis Ludmila Gauthier, je suis présidente du bureau de l'AT2E Grand Est et à mes côtés, Axel Hébert du bureau d'études EnergyDev qui a organisé ce webinaire en tant que membre du bureau de la T2E Grand Est et je t'en remercie Axel. Donc bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes plus de 100 inscrits à ce webinaire, ce qui montre tout l'intérêt du sujet. On a attendu un tout petit peu pour démarrer, mais donc là, on voit que voilà, le nombre de participants augmente. Donc, je vous propose de démarrer. Je démarrerai par quelques mots sur l'association AT2E, donc Association technique pour l'énergie et l'environnement, créée en 1976 après le choc pétrolier pour justement inciter un maximum d'entreprises d'industriels à maîtriser leurs demandes en énergie. Et on voit que 50 ans plus tard, le sujet est toujours d'actualité avec la dimension enjeu décarbonation pour lutter aussi contre le réchauffement climatique, en plus de l'enjeu efficacité énergétique. Donc la T2E, c'est plus de 2500 adhérents au niveau France et organisé en 11 délégations régionales. Voilà, nous on est organisé au niveau Grand Est avec effectivement une mission d'être au plus près de nos adhérents en région pour vous informer sur les différentes actualités du secteur et favoriser les échanges entre acteurs locaux, entre pairs. C'est tout l'intérêt de notamment l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. L'association, elle est organisée en deux pôles d'expertise. Donc le pôle, on va dire, historique, efficacité énergétique, et un pôle plus récent sur les énergies renouvelables en lien avec les enjeux de décarbonation, et donc avec des clubs qui animent les sujets spécifiques tout au long de l'année. Donc le club C2E, certificat d'économie d'énergie, le club cogénération et également le département maîtrise de l'énergie qui anime la communauté des référents énergie. La T2E également pilote de 4 programmes C2E nationaux, 2 dans le domaine du bâtiment, Oscar et FIBAT, et le nouveau programme Pacte Industrie qui regroupe les anciens programmes, les actions Pro-REFEI et Pro-SMEM. Et côté énergie renouvelable, il y a 4 clubs, un club biogaz, stockage d'énergie, power to gas et pyrogazéification. Et la T2E édite également tous les 2 semaines une revue Énergie Plus particulièrement riche et intéressante. Sur notre activité au niveau du Grand Est, donc on est organisé en 2 bureaux opérationnels, un sur le territoire de proximité Alsace et un autre en Lorraine, et avec un bureau composé d'une dizaine de personnes en lien étroit avec l'écosystème des acteurs de l'énergie en région, donc que ça soit les CCI, l'ADEME et les interlocuteurs énergie de la région Grand Est, et également donc des représentants bureaux d'études et fournisseurs ou distributeurs d'énergie. On compte plus de 120 adhérents sur la région Grand Est, et on organise régulièrement voilà, des événements variés, donc soit sous forme de séminaires, de webinaires pardon, comme aujourd'hui, ou des conférences plus thématiques en présentiel, et avec également des visites de sites. On est également au niveau Grand Est assez précurseur dans la dynamique d'animation de la communauté des référents énergie, avec des réunions organisées 2 à 3 fois par an au niveau Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne.
Donc, comme exemple, voilà, d'événements qu'on a pu organiser en 2023, une grande journée autour des enjeux de la décarbonation pour l'industrie, en partenariat avec l'ADEME, la région et la dynamique Jeux des Carbone, qui avait réuni plus de 250 participants à Metz en septembre 2023. Et on est en cours là de planification d'un événement similaire sur le deuxième semestre 2024. On a pu également organiser en début d'année 2024 un atelier spécifique autour du PV et du stockage d'électricité en partenariat dans le cadre d'une journée organisée par Cap à l'Est, donc l'association qui regroupe la filière photovoltaïque dans le Grand Est, donc dans une rencontre qui a eu lieu à Saverne. Et plus récemment, donc le mois dernier, nous avons organisé un webinaire autour du nouveau programme Pacte Industrie, particulièrement intéressant pour pouvoir avoir des subventions sur différentes études, que ça soit sur le domaine de maîtrise de l'énergie, stratégie bas carbone, et des formations également sur les enjeux référents énergie. Et à venir, donc effectivement, je mentionnais cette journée décarbonation de l'industrie, et également visite de réseaux de chaleur en Lorraine. Et d'autres webinaires thématiques en cours d'organisation. Voilà pour vous donner effectivement des éléments sur la T2E, et pour plus d'informations, effectivement, vous pouvez consulter le site de la T2E, at2e.fr, pour éventuellement adhérer, et également pouvoir adhérer à la newsletter qui est produite chaque mois. Place maintenant effectivement au programme de cette matinée, et donc je passe la parole à Axel Hébert pour vous présenter le programme. Merci à tous. Merci Ludmila pour l'introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc objectif de ce webinaire de la matinée, donc comprendre les enjeux et opportunités de la GTB pour les entreprises. Donc voilà, on a eu le fameux décret tertiaire qui a fait pas mal de bruit, qui en fait encore. On a le petit frère qui arrive, le décret Bax, et en face de ça, on a quelques opportunités qu'on va voir, qu'on va découvrir ce matin. Donc ça nous paraissait pertinent de faire un webinaire sur ce sujet ce matin. Donc on verra voilà, ces sujets-là: introduction à la GTB, exigences réglementaires, opportunités de financement. Et puis on a la chance d'avoir donc deux intervenants pour des retours d'expérience. Donc la société Paul Hartmann, donc avec Monsieur Wurtz, et la société Wurtz France avec Monsieur Vincent Kretz. Donc on aura aussi possibilité vous aurez possibilité de poser vos questions. On fera différemment que le programme là, qui est proposé donc en fin de webinaire. On fera plutôt au fil de la présentation. Vous pouvez poser vos questions. Avant de passer à une étape suivante, Alison m'aidera à poser les questions, et on essaiera d'y répondre du mieux que possible, donc au fil de la présentation. Démarrons par le commencement, introduction à la GTB. La GTB, simplement, c'est quoi? Donc la GTB, c'est un système d'automatisation contrôle, donc contrôle commande, surveillance, qui permet de piloter l'usage des équipements du bâtiment. Donc chauffage, refroidissement, éclairage, ventilation. On peut aussi avoir d'autres équipements liés à la sécurité, par exemple. C'est ce qui s'apparente aussi à ce qu'on peut appeler la domotique pour le résidentiel. Voilà, c'est du contrôle commande. Pour illustrer ça, ce qu'on appelle GTB, c'est un ensemble d'équipements. Donc on a un logiciel de supervision qui permet de donner des ordres à des automates. Et ensuite on a des capteurs actionneurs qui permettent donc d'avoir ce contrôle, cette commande sur les différents équipements. Donc là par exemple chauffage, froid, éclairage, ventilation.
et ensuite avoir un retour sur le logiciel de supervision. Donc c'est la différence avec ce qu'on peut avoir par exemple sur du sous-comptage. Le sous-comptage, on n'a pas cette maîtrise-là des équipements, on n'a pas la possibilité de programmer ou de pouvoir avoir une action sur l'équipement. Là, la GTB, c'est vraiment avoir cette possibilité-là de pouvoir contrôler que ce soit les consignes de température, les programmations, je démarre à telle heure ou je mets un réduit sur les températures, par exemple pour la nuit, ou alors je ne suis pas aussi dans le bâtiment, je peux contrôler à distance l'équipement, éteindre l'éclairage, etc. Donc voilà un peu le fonctionnement de la GTB. Il faut savoir qu'il existe différents types de GTB ensuite, ça sera utile aussi pour quand on parlera de la réglementation et de l'opportunité de financement. Ces types de GTB sont normés. Donc on a mis la référence de la norme, donc c'est NFEN ISO 52120-1 qui date de 2022. Donc on démarre par la classe D, donc bien évidemment les différentes classes de GTB plus ou moins efficaces ont évolué au fil du temps. Donc classe D, c'est souvent des GTB déjà existantes qui ont un peu d'âge, donc avec une régulation assez limitée des fonctionnalités de base. Ce qui est le plus courant, qu'on retrouve le plus courant, c'est la classe C, voilà, standard, habituellement prise donc pour référence. Et on a donc B et A. Donc B déjà qui a une régulation plus avancée par rapport à la classe C. Et puis pour le moment, voilà, au niveau de la normalisation, la classe A qui est la GTB haute performance. Alors, pour donner un peu plus de détails sur quelles sont les fonctionnalités de chaque classe de GTB. Donc la classe A, c'est une régulation en temps réel en fonction de l'occupation, des conditions extérieures et intérieures. La classe B permet donc un suivi de la consommation et régulation par pièce en fonction de l'occupation. Un peu moins de paramètres ajustables que la classe A. On parlera aussi tout à l'heure un peu des niveaux de complexité et de prix. Classe C, donc régulation par pièce selon des horaires fixes. Donc là, on est vraiment sur la programmation horaire fixe et accès aux informations de base sur la consommation. Et la classe D, voilà, gestion limitée, tout ou rien. Donc, voilà, ça se fait plus, classe D. Donc on est plus aujourd'hui sur des classes B ou A. À voir comment ça évoluera. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. D'anticipation aussi. Donc, on aura sûrement aussi des logiciels qui permettront, voilà, selon par exemple les prévisions météorologiques, adapter, anticiper un peu mieux les changements de conditions climatiques. On est clairement dans une période un peu compliquée, entre deux saisons, et on a des journées où il fait très chaud et tout d'un coup le lendemain il fait plus frais. Donc là c'est compliqué pour avoir une bonne régulation des systèmes de chauffage notamment. Donc voilà, on a des systèmes qui pourront aider en tout cas à être toujours au plus près du besoin, et ça on le verra aussi en termes d'efficacité énergétique, c'est très intéressant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. Avant de passer à l'étape suivante, on pourra prendre un peu de temps pour y répondre. Alors, quelques avantages de la GTB, donc optimisation de la consommation énergétique, bien évidemment, amélioration du confort des occupants aussi, quand on a un bâtiment avec plusieurs étages, voilà, pouvoir mettre en place des consignes particulières selon les étages, pouvoir adapter, c'est intéressant. Alors il y a aussi il peut y avoir aussi des problématiques après, s'il y a des réglages différents entre chaque étage. Bon, ça c'est un autre sujet, mais ça peut effectivement poser aussi quelques problèmes, mais généralement, voilà, ce qui en ressort, c'est une amélioration du confort quand même des occupants, pour pouvoir régler vraiment le confort là-dessus. La GTB, ce sont les travaux qui impactent peu les occupants du site. Voilà, ça peut être un avantage pour la mise en œuvre, bien évidemment. Le temps de retour sur investissement est intéressant. On va le voir notamment parce
qu'il y a des solutions de financement qui aident pas mal à rentabiliser le projet. Il y a aussi voilà, quelques avantages liés à l'exploitation et à la maintenance. La GTB permet aussi des remontées d'alerte. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une simplification là-dessus, et on a une gestion centralisée et qui peut se faire aussi à distance, je le disais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des avantages quand on n'est pas sur site, voilà, pouvoir gérer à distance l'extinction de l'éclairage, par exemple, s'il y a eu un oubli. Donc ça peut être intéressant. Quelques potentiels d'amélioration chiffrés avec les différentes sources. Alors, voilà, principalement, hein, c'est réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 30%. Alors, selon les classes, hein, aussi, on a différentes échelles d'économie. Alors, c'est sûr que si on a déjà une bonne gestion du bâtiment avec, par exemple, un ou une référente énergie qui s'occupe de mettre en place les périodes, voilà, d'extinction, d'allumage des équipements, on n'aurait pas forcément moins 30% d'amélioration de la performance, mais généralement, voilà, la mise en place d'un système, d'après le retour d'expérience, on peut atteindre 30% d'amélioration sur, bien sûr, les équipements qui sont rattachés au système, hein, le chauffage, le refroidissement généralement, et l'éclairage. Donc c'est assez quand même significatif. Amélioration du confort des occupants. Donc là, bon, source du CSTB. Je ne sais pas quel indicateur ils ont pris pour mesurer ça, mais il y a quelques études quand même qui ont été réalisées pour mesurer en quelque sorte aussi l'amélioration de la productivité. Forcément, bon, le confort amélioré permet d'améliorer la productivité. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Réduction des coûts d'exploitation, je le disais tout à l'heure. Donc là, on a aussi quelques éléments chiffrés. Donc 20% d'amélioration, jusqu'à 20% d'amélioration des coûts d'exploitation. Et intéressant aussi à savoir, pour le moment, 6% seulement des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont équipés d'une GTB. Alors pourquoi 1000 m²? On le verra après, hein, c'est la caractéristique qui fait que le bâtiment est assujetti au décret tertiaire. Donc on le verra, hein, le lien avec décret tertiaire et décret BAX. Voilà quelques chiffres sur les potentielles améliorations. On passe aux exigences donc, du décret BAX. Donc c'est cette réglementation-là, hein, qui vous pousse les entreprises à mettre en place, à s'intéresser à la GTB. Donc décret BAX, donc Building Automation and Control System. Le périmètre d'application, ce sont les bâtiments tertiaires neufs ou existants. Je vais juste essayer de décaler le panneau d'affichage qui me masque un peu l'écran. Hop. Voilà. Donc bâtiments tertiaires neufs ou existants, bureaux, commerce, éducation, santé. On vais juste passer l'animation suivante. Donc pour début janvier 2025, il s'agit des bâtiments donc existants qui présentent une puissance nominale supérieure à 290 kW, puissance de chauffage et de refroidissement. Donc, on y arrive très vite, hein, en cumulé sur des bâtiments généralement qui font plus de 1000 m², donc qui sont liés aussi au décret tertiaire. Donc récemment, hein, l'obligation a été élargie également aux bâtiments neufs et d'ailleurs existants qui cumulent plus de 70 kW de puissance installée. Donc là, il y a un élargissement de cette obligation-là qui arrive début janvier 2027. Donc, vous avez les différentes dates clés, sachant qu'aujourd'hui, les bâtiments neufs, donc qui sont aussi liés à d'autres réglementations comme la RE 2020 par exemple, sont obligés, voilà, dès lors qu'on dépasse les 70 kW de puissance installée, donc chauffage et refroidissement, de mettre en place une GTB dès le départ, voilà, dès la construction du bâtiment. Donc, bâtiment existant, 290 kW, ça démarre en début 2025. Il faut
avoir mis en place un système, et début 2027 pour les bâtiments qui dépassent le seuil de 70 kW. Donc là, on est vraiment sur une obligation de moyens. Donc, il faut mettre en place un système de contrôle commande sur les équipements. Alors, pour le décret BAC, c'est climatisation et chauffage. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on peut étendre le système à l'éclairage ou à d'autres équipements. Là, le décret BAC qui cible vraiment les fortes consommations d'énergie, donc chaud et froid, c'est ces équipements-là qui sont obligatoires. Maintenant, rien n'empêche que si vous êtes obligé de mettre en place une GTB pour ces deux équipements-là, vous étendiez la GTB aux équipements d'éclairage, par exemple, tant qu'à faire. Pour le déploiement de cette réglementation, donc simplement d'un point de vue texte réglementaire et puis application au fil des années. Donc c'est simplement ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc les bâtiments neufs en bleu, on voit étendu donc 290 kW et 70 kW, les différentes échéances dont on vient juste de parler. Et puis sur les bâtiments existants, donc avec notamment cette première échéance qui arrive vite début 2025 pour les bâtiments de plus de 290 kW. Donc on y arrive très vite au cumulé avec les puissances de chaudière et de groupe 3 par exemple, notamment pour les bâtiments qui sont concernés par le décret tertiaire. Hop, je passe rapidement, vous aurez de toute manière les slides là-dessus. Donc je parle pas mal du décret tertiaire, donc simplement parce que le décret tertiaire, pour faire un rappel assez rapide là-dessus. Donc tous les bâtiments dont l'activité est liée au tertiaire, donc d'une surface supérieure à 1000 m², sont obligés de mettre en place déjà un reporting sur une plateforme de l'ADEME et atteindre des objectifs donc à horizon 2030, 2040, 2050, donc soit en valeur relative par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2019, donc par rapport à une année de référence, donc atteindre 40% d'amélioration de la performance, donc on parle en kilowattheure par mètre carré. Donc ce décret tertiaire là finalement oblige l'entreprise à mettre en place ce qu'on peut appeler un management de l'énergie, parce qu'on est sur du long terme avec des objectifs assez importants. Donc planifier sur le long terme des actions d'économie d'énergie et suivre l'évolution, l'atteinte des objectifs. Donc c'est finalement le décret BAX découle de ce décret tertiaire là. Et oblige finalement à mettre un outil en place pour aller dans ce sens-là et atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc on le voyait, 30% d'amélioration sur les équipements concernés par la GTB, ça permet fortement de participer à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Donc pour les bâtiments, alors généralement en plus, les seuils de puissance correspondent assez bien. Au-delà de 1000 m², on peut avoir des puissances assez importantes installées pour le chaud et le froid. Donc c'est une suite logique du décret tertiaire, ce décret BAX. Et clairement, on est sur un outil qui va permettre d'aider à atteindre les objectifs qui sont fixés par le décret tertiaire. Alors, moins 40%, juste une petite parenthèse, sur le décret tertiaire, moins 40% à atteindre en 2030. Ce ne sont pas tous les bâtiments qui sont concernés, parce qu'il y a cette possibilité d'avoir un objectif en valeur absolue qui est plus adapté pour les bâtiments récents qui sont déjà assez performants. Ça, on peut y revenir si vous avez des questions sur ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet du jour. On reste sur le décret BAX. Donc, comme je disais, ce décret BAX-là, finalement, le décret tertiaire et donc qui en découle le décret BAX, finalement, la volonté du législateur, c'est que les entreprises finalement mettent en place un système d'amélioration continue, donc avec une maîtrise finalement des consommations d'énergie, une maîtrise des équipements consommateurs et permettre d'atteindre des objectifs
horizon 2030, 2040, 2050 liés au décret tertiaire. Donc voilà pour la partie finalement logique du décret Bax. Axel, on a Oui. une question dans le chat. Du coup, c'est bonjour, on m'a souvent demandé quelles étaient les sanctions pour les établissements qui ne respectaient pas le décret Bax. Alors, pour le décret Bax, j'ai plus en tête la sanction. Je sais que pour le décret tertiaire, alors déjà, on va vous demander pourquoi vous n'avez pas mis respecter la chose. Il y aura des contrôles, hein, ça c'est sûr. Hein, le décret tertiaire, ça démarre déjà. Il y aura des contrôles. Après, il faut justifier pourquoi vous ne l'avez pas mis en place, ou justifier d'un plan d'action, montrer que c'est planifié. Si ça ne l'est pas mis en place, il y a hein, des amendes qui seront distribuées. Je vérifierai pour le montant du décret Bax. J'ai plus en tête pour le décret tertiaire. Je sais que c'est 7 500 €. Voilà, pour le décret Bax, je vérifierai, je transmettrai la réponse. Maintenant, On a l'idée. une autre question. Oui. Enfin, c'est pas vraiment une question. Enfin, c'est une question et s'ensuit. Donc, en l'absence d'installation d'une GTB conforme à la date limite fixée, le propriétaire des équipements de chauffage, de réfrigération s'expose, en fait, je pense que c'est une réponse à une mise en demeure. De plus, si vous n'installez pas une GTB dans les 6 mois à compter du 1er janvier 2025, équipement avec une consommation supérieure à 290 kW et en janvier 2027 supérieure à 70 kW, la mise en demeure concernera le propriétaire et, pardon, ça saute un peu. Agrandir. Et oui, souvent il y a aussi cette notion de propriétaire locataire, hein, donc que ce soit pour le décret tertiaire ou le décret Bax, hein, les deux sont concernés. Donc il y a aussi cette notion-là qui est importante. Après, voilà, l'idée c'est effectivement, il y a souvent cette mise en demeure déjà, et après il faut justifier de la bonne volonté hein, d'y aller et de planifier au moins la chose. On va le voir juste après, mais il y a des solutions de financement aujourd'hui qui existent et qui sont vraiment intéressantes. Si on parle d'un bâtiment qui a plus de 290 kW, clairement, au-delà de cette réglementation-là, il y a quand même un intérêt financier, économique à y aller. Après, bien évidemment, on le verra aussi, ça dépend toujours du bâtiment, de la typologie du bâtiment. C'est pas toujours évident non plus à mettre en œuvre. Les coûts peuvent bien différer selon le bâtiment. Mais généralement, si on a des puissances assez importantes, au-delà de 290 kW, c'est intéressant d'y aller. Et aujourd'hui, en plus, si vous êtes concerné par l'obligation, la deadline du 1er janvier 2025, il y a des solutions de financement, donc autant y aller. Voilà. On a deux autres questions, je ne sais pas si Oui. vous souhaitez y répondre. Donc, on a est-ce que les exigences s'imposent aux propriétaires ou aux locataires des sites? Alors, l'exigence s'impose aux deux. Après, d'un point de vue financement, c'est bien évidemment une discussion à avoir entre propriétaires et locataires. Il n'y a pas d'obligation précise là-dessus. C'est un dialogue à avoir entre propriétaire et locataire, mais le locataire peut très bien remonter aussi l'information qu'il y a une obligation sur le sujet et qu'il faut mettre en place un système. Après le financement, voilà, c'est comme pour le décret tertiaire, voilà, mettre en place une isolation par l'extérieur, par exemple du bâtiment. Voilà, généralement c'est le propriétaire qui fait le financement. Remplacer l'éclairage LED, c'est peut-être plutôt voilà, de l'ordre du locataire. Mais c'est un dialogue à avoir. Soit il y a des choses qui sont inscrites dans le bail de location, soit c'est un dialogue à mettre en place entre locataire et propriétaire, mais en tout cas les textes ne donnent pas de directive sur qui fait quoi, mais en revanche l'obligation est bien partagée entre les deux.
Merci à toi, Axel. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Oui, on poursuit. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, où on aura encore un petit peu de temps en fin de matinée. Sur justement les opportunités de financement, donc avec notamment les C2E, simplement, donc pour rappel, C2E, certificat d'économie d'énergie, c'est le principal mécanisme d'aide pour la mise en œuvre d'opérations d'efficacité énergétique. Pour faire le parallèle avec les différentes classes que je présentais tout à l'heure, donc ce sont uniquement les classes A et B qui sont éligibles aux primes C2E. Donc si vous mettez en œuvre, si vous installez une GTB de classe B ou de classe A sur un bâtiment qui n'a pas de GTB actuellement, vous pouvez bénéficier d'une prime. Si vous avez déjà une GTB qui est installée et qui est catégorisée classe C ou D et que vous passez à une classe supérieure, vous pouvez également obtenir une prime. Alors, on va le voir, la différence d'aide pour ces différents cas de figure-là. Donc, simplement pour rappel très rapide, les C2E, donc il existe différentes fiches standardisées selon les différentes opérations, remplacement d'éclairage par exemple, variation de vitesse sur des motorisations, etc. Donc là, c'est la fiche BAT TH 116, donc BAT pour bâtiment, et donc c'est la TH 116 pour la GTB. Donc pour aller plus dans la précision au niveau de cette fiche C2E, vous êtes éligible à cette prime pour, il y a le petit L' qui a sauté, pour l'achat d'un système neuf ou l'amélioration d'un système existant. Donc passer par exemple de classe C à une classe B ou A, ou simplement mettre en place une GTB de classe B ou A sur un bâtiment qui n'est pas équipé actuellement. Donc ça c'est la partie éligibilité. Ensuite, pour calculer, estimer sa prime, donc la fiche donne un tableau de calcul. Voilà, je souhaitais vous illustrer à quoi ça ressemble. Donc pour chaque équipement qui serait connecté au logiciel donc de la GTB, chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage ou tous les autres auxiliaires qui peut être rattaché. On a par secteur d'activité donc un différent niveau de kilowattheure Cumac. Donc kilowattheure Cumac, c'est l'énergie économisée, estimée, accumulée, actualisée. Donc c'est l'énergie qui serait économisée sur une durée de vie de l'équipement. Voilà, c'est un calcul d'économie d'énergie qui est estimé. Donc selon également la zone climatique, selon la surface qui est concernée du bâtiment. Donc voilà, ça permet de comprendre comment est calculée cette prime. Donc on parle tout d'abord d'un calcul d'énergie économisée donc en kilowattheure Cumac et ensuite qui se transforme en prime C2E selon le marché de rachat des certificats d'économie d'énergie par les obligés. Je rentre pas dans le détail du mécanisme C2E, on peut y revenir tout à l'heure s'il y a des questions. Mais en tout cas, voilà, ce tableau-là permet de calculer en tout cas l'énergie estimée qui serait économisée par la mise en place du système et de la transformer en prime. Je vous montre un cas d'école juste après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de bâtiments tertiaires, les entrepôts logistiques sont concernés. Mais là, dans le cadre de cette prime, les entrepôts logistiques, réserves, entrepôts frigorifiques, etc. ne sont pas concernés, sont exclus. Parce que là, voilà, ce calcul, il est lié à la surface. On peut très vite avoir des surfaces importantes pour les bâtiments de logistique, alors que il n'y a pas forcément non plus de forte consommation liée au chauffage ou au refroidissement, si ce n'est voilà, les entrepôts frigorifiques. Mais pour garder une certaine logique dans les économies estimées et la prime qui est allouée en fonction de cela, les entrepôts logistiques sont exclus. Donc ça, cette fiche-là, vous pourrez la retrouver en tapant sur Internet BAT TH 116. Vous pouvez taper ADEME ou Gouv pour retomber sur la fiche officielle qui décrit les différentes caractéristiques pour le calcul, les conditions d'éligibilité.
Donc voilà, vous pouvez retrouver ça. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très intéressant là jusqu'au 30 juin 2024, c'est qu'il y a une bonification qui est appliquée sur cette fiche-là. La prime est doublée pour les bâtiments qui ne sont pas équipés aujourd'hui et qui souhaitent s'équiper d'une GTB donc de classe B ou A. Et pour les bâtiments qui sont déjà équipés, il y a un coefficient de 1,5 qui est appliqué pour les bâtiments qui sont déjà équipés et qui souhaitent améliorer leur classe de GTB. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a aujourd'hui une petite encore, hein, il reste un mois et demi, non, 2 mois et demi, pardon. Donc pour bénéficier de cette bonification de la fiche. Donc pour les bâtiments notamment qui sont concernés par l'obligation au 1er janvier 2025, là clairement il y a une belle opportunité d'avoir une prime intéressante et qui permet voilà, d'alléger l'investissement pour se conformer donc au décret Bax. Concrètement, je vous illustre un cas d'école. Si on prend un bâtiment donc qui n'est pas équipé aujourd'hui et qui souhaite mettre en place une GTB de classe B qui a déjà qui affiche de belles performances, donc un bâtiment de 10 000 m² en secteur d'activité bureau et donc pour des équipements de chauffage, refroidissement et éclairage, je refais juste un petit tour en arrière pour vous remontrer au niveau de la fiche de calcul. Donc on a le chauffage dans le tableau refroidissement et éclairage. Donc au niveau des bureaux, donc on a les coefficients 300 pour le chauffage, 130 pour le refroidissement et 100 pour l'éclairage. On applique ensuite, alors je l'ai pas mis dans le cas d'école, mais selon la zone climatique, ça vous pouvez le retrouver également sur Internet, le découpage de la France sur les différentes zones climatiques. Grand Est, si on prend H1, et puis selon la surface, donc 10 000 m². Hop, je reprends l'exemple. Avec des coûts de travaux, là, voilà, 100 000 euros. Alors, on a vraiment pas mal de différences sur les coûts de travaux selon la typologie du bâtiment, mais pour une classe B, on peut être entre 10 et 15 euros du mètre carré, sachant que bon, on a eu des retours d'expérience, on était à 1,5 euros du mètre carré et parfois jusqu'à 30 euros du mètre carré. Donc pour une classe B, généralement, on est entre 10 et 15 euros. Pour une classe A, on peut très facilement doubler le prix. Donc voilà, une classe B, c'est déjà pas mal pour un bâtiment qui n'est pas équipé au départ. Donc là, voilà, coût des travaux qui peut être réaliste de 100 000 euros. Le calcul des C2E, donc avec un doublement de la prime, on arrive à 87 000 euros de prime. Donc avec le tableau qu'on a vu tout à l'heure et l'application des différents coefficients, donc par rapport à ce cas de figure-là, on arrive à 87 000 euros, ce qui nous donne donc un taux de couverture de 87%, ce qui est vraiment intéressant. Sachant que derrière, pour un bâtiment, comme dit, qui n'est pas équipé, une classe B, on peut avoir entre 20 et 30% d'amélioration de la consommation. Donc là, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. Donc c'est très intéressant. Avec un reste à charge là de 13 000 euros, on peut en 1 ou 2 ans avoir un retour sur investissement. Voilà. Donc d'un point de vue économique, on peut s'y retrouver, et, voilà, notamment grâce à ce coup de pouce là aussi de la prime qui est doublée actuellement. Hop, avant de passer au retour d'expérience, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat, Alison. Oui, on a quelques questions. Donc, on a notamment la question de qui réalise et comment sont réalisées les études de TRI sur les installations de GTB. Tout simplement, déjà, je pense que c'est intéressant pour vous de s'intéresser justement à ce type de calcul de prime, au moins avoir les ordres de grandeur, parce que là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai pris pour la prime C2E, donc on fait un calcul de kilowattheure Cumac qu'on transforme en euros avec selon le marché de rachat des C2E. Il me semble que pour l'exemple, là, j'ai pris 7,50 euros. C'est l'ordre de grandeur qu'on a actuellement, on est à peu près à 8 euros sur le marché. Mais
c'est intéressant au moins de s'intéresser à l'ordre de grandeur du sujet, combien de primes on peut obtenir là-dessus. Après, simplement, vous faites appel à des installateurs qui vous font le chiffrage, qui peuvent vous faire aussi le calcul de la prime et le temps de retour sur investissement. Ils peuvent aussi, par expérience, vous dire par rapport à votre bâtiment quel est le temps de retour sur investissement que vous pourriez obtenir. Donc c'est vraiment en discutant avec les installateurs, c'est le plus simple, ou en vous rapprochant de l'ADEME, de la TTE par exemple aussi. Vous pouvez nous solliciter là-dessus. On a des retours d'expérience, on peut vous donner notre avis, mais voilà, généralement l'installateur quand même peut vous donner des retours d'expérience selon la typologie de votre bâtiment, parce que ça c'est très important. Là c'est un cas d'école qui, si vous avez un bâtiment qui fait 10 000 m² de bureaux, vous n'aurez pas forcément les mêmes chiffres, donc c'est vraiment à chaque fois propre au bâtiment, la complexité aussi de mise en œuvre des travaux. Donc voilà, rapprochez-vous, le plus simple c'est de se rapprocher de l'installateur pour avoir une estimation du temps de retour sur investissement et aussi du calcul de la prime, parce que c'est pas forcément évident de réaliser le calcul. Du coup, on a aussi une autre question sur le fait de pensez-vous que les bonifications seront reconduites en janvier 2024? Je ne pense pas. En juillet, pardon. Oui, juillet 2024, je ne pense pas, parce qu'elle a déjà été reconduite une première fois. La première deadline, c'était fin 2023, 31 décembre 2023. Elle a été reconduite sur 6 mois. Je ne pense pas, parce que dès lors que on se rapproche de l'obligation, il y a plus besoin d'apporter de la bonification. Donc ça, sincèrement, ça m'étonnerait. On n'est jamais à l'abri, mais ça m'étonnerait. Il vaut mieux pas prendre de risques, j'ai envie de dire, et de s'y intéresser dès maintenant. Voilà, d'aller demander au moins des chiffrages auprès des installateurs, et puis demander un calcul de prime. Voilà, s'intéresser au sujet dès maintenant. Je pense que ça vaut le coup, parce que voilà, on le voit, sans la bonification, on a un divisé par 2 par exemple sur ce cas d'école-là. C'est quand même très significatif. Donc voilà, là il y a il reste une courte fenêtre là pour se lancer. Mon avis, c'est que faut pas attendre. Et dernière question, après je pense qu'on pourra enchaîner. Concernant la puissance installée des Crevbax, faut-il cumuler les puissances de tous les équipements de climatisation et de chauffage? Oui, tout à fait. Oui, il faut cumuler vraiment tous les systèmes sur tout le bâtiment, toutes les puissances installées, chaud et froid. Effectivement, là, ça reste un décret. Il y a toujours des flous, c'est sûr. Comme le décret tertiaire, on a encore des arrêtés modificatifs qui viennent préciser certains pans de la réglementation. Donc il y a toujours des zones de flou et des complexités selon les bâtiments. Il n'est pas toujours évident d'avoir les informations sur les puissances installées. Maintenant, il faut, dans la mesure du possible, en tout cas pouvoir justifier de votre assujettissement ou non au décret. Donc il faut à minima quand même chercher l'information et pouvoir justifier de votre raisonnement. Donc il faut pouvoir cumuler toutes ces puissances-là et comme dit, pouvoir justifier si on vous demande des comptes. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Si vous avez un bâtiment et qu'il y a vraiment pas mal d'équipements de production de chaud ou de froid et que vous êtes sur une surface assez conséquente, c'est intéressant de s'y pencher sur la GTB. Dans tous les cas, vous y retrouverez. Voilà, je pense, dans ma philosophie, c'est pas de calculer si on est à 289 kW et qu'on est juste en dessous. Dans tous les cas, 70 kW, le seuil qui intervient après en 2027, élargit quand même assez grandement le périmètre d'assujettissement. Donc tous les bâtiments seront concernés à un moment ou à un autre. Donc là, je pense qu'avec la bonification, en plus de la prime, vaut mieux y aller maintenant. Sur les flous aussi, petite parenthèse, parce que là on aura des exemples aussi d'industriels qui arrivent juste après.
un grand flou justement pour les industriels qui ont donc des activités mixtes hein, sur leur site. C'était aussi la difficulté avec le décret tertiaire. Pour les industriels qui ont des bâtiments donc liés par exemple à l'activité de bureau, il reste un grand flou hein, sur par exemple une chaudière qui distribue pour du chauffage lié aux bâtiments process et aux bâtiments tertiaires. Là, effectivement, on a une difficulté parce qu'on ne peut pas forcément diviser la puissance en deux, ou selon un calcul de proportionnalité. Donc là, il y a un flou encore un peu à ce niveau-là aussi. Donc, il y aura très certainement des arrêtés hein, qui vont venir modifier hein, le décret. Donc ça, voilà. Il y a encore des flous, bien évidemment. Ça reste un décret. Donc, on attend des précisions là-dessus également. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. N'hésitez pas à rebondir dessus. Il y a d'autres questions, Alison? Il y en a quelques-unes, mais je ne sais pas si je veux passer aux interventions et peut-être revenir après Oui, dessus. oui, effectivement, on est bon dans le timing là. On va passer aux interventions et puis en fin de matinée, on pourra revenir sur les questions si on a encore le temps. Hop. Donc, je passe la parole à Vincent Kretz, donc de Wurt France. Monsieur Kretz, n'oubliez pas d'activer votre micro. Ok. Super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Axel. Merci tout d'abord à l'équipe organisatrice de me donner l'occasion de parler un peu de Wurt France et de notre projet d'optimisation de la performance énergétique. Alors, Wurt est un groupe familial qui est encore dirigé par la famille Wurt, mais qui est implanté au niveau mondial. Nous sommes présents dans 80 pays avec les 400 filiales, 4 millions de clients, un chiffre d'affaires qui a dépassé les 20 milliards l'année dernière et 87 000 collaborateurs. Wurt France est la première filiale de ce groupe avec 750 millions de chiffre d'affaires, 260 000 clients et 4 200 personnes, dont 3 000 conseillers commerciaux et leur encadrement commercial. Alors, 3 000 personnes sur toute la France. Heureusement, ils ne sont pas tous à Erstein, au siège. Et donc, à Erstein, nous sommes 900 personnes pour une activité logistique et tertiaire. Et je précise, j'en profite pour préciser que chez Wurt France, nous ne fabriquons rien en France. Nous achetons tous nos articles et le revendez. La principale activité logistique chez nous consiste en la préparation de commandes. Pour cette activité, nous exploitons 45 000 mètres carrés de bâtiments logistiques et 20 000 mètres carrés de bâtiments tertiaires à Erstein. Alors, dont un musée de 3 400 mètres carrés, ce qui est assez particulier dans une entreprise. Et ça me fait plaisir de m'en occuper. Et pour nos consommations énergétiques, nous consommons annuellement 7 millions de kilowattheures. Alors, c'est peu pour une grosse entreprise comme nous, mais voilà, c'est pour ça que j'ai précisé que nous n'avons pas de process de fabrication sur notre site. Alors, pour en revenir à notre projet, comme la plupart d'entre nous et la plupart des entreprises, nous avons des bâtiments de générations différentes. Alors, les nôtres sont assez récents. Alors, vous voyez la présentation du site à Erstein. Sur votre gauche, nous avons la partie logistique avec à l'avant-plan la plateforme qui existe et qui a commencé à exister en 1990. Un peu plus au fond, la nouvelle extension logistique que vous pouvez pas louper lorsque vous passez sur le RD 1083 à Erstein en ce moment, donc sur votre droite en allant vers Célestat. Et puis, entre les deux, un restaurant d'entreprise, un nouveau bâtiment énergie dont je vous parlerai, qui va être mis en service dans les prochaines semaines. En face, sur la partie avant, un nouveau centre de formation que nous avons ouvert il y a 1 an et demi maintenant, parce que nous accueillons entre 80 et 120 stagiaires pour nos formations ici à Erstein.
derrière le centre de formation, notre musée et le siège social. Donc la particularité enfin particularité non, ce qui rend les projets un peu compliqués au démarrage, c'est que vous avez des bâtiments de générations différentes. Alors les nôtres sont équipés depuis 1990 de systèmes de contrôle. Hein, la logistique était entièrement chauffée par des panneaux rayonnants. Donc c'est assez simple en termes de gestion, hein, c'est du on-off. On avait déjà fait le choix à l'époque de gérer aussi l'éclairage des parties communes, alors à la logistique, mais également dans les bâtiments qui sont apparus par la suite. Le siège social a un peu plus de 20 ans maintenant, le musée en a un peu plus de 10. Donc ces bâtiments-là ont déjà été équipés par une domotique qui reste assez sommaire. On arrive à régler des températures, de l'éclairage dans les parties communes. Elles sont aujourd'hui complètement dépassées, et donc l'idée c'est de remettre ça à niveau et d'essayer de faire communiquer ça d'une manière homogène. Alors, on a pris l'initiative déjà il y a quelques années de n'installer plus que des équipements communicants, avec l'objectif d'un jour de les réunir tous dans une interface commune. Et ça, ce projet d'interface commune, donc de GTB global pour tous nos bâtiments, alors il a toujours été un peu repoussé par l'actualité du site. Alors notamment, ce qui nous occupe depuis 2 ans maintenant, c'est la création de cette nouvelle logistique. Et puis entre-temps, parce qu'avec l'apparition de cette nouvelle logistique, s'est posée la question du chauffage des bâtiments. Et donc, en partant d'une unité de production pour cette seule logistique, hein, qui représente à peu près 12 000 mètres carrés, on s'est dit que vu l'obsolescence de ce qui existe, enfin, des panneaux rayonnants dans nos bâtiments existants, en rajoutant le fait que les panneaux rayonnants aujourd'hui, c'est un peu 100% électrique, c'est un peu dépassé, nous en sommes arrivés à créer une chaufferie avec sur géothermie, donc 3 grosses pompes de 1,5 mégas. Et nous avons créé un réseau donc pour la chaufferie, pour la partie logistique, mais également pour tous les autres bâtiments tertiaires du site. Alors, ça nous permet évidemment de réduire nos consommations d'énergie électrique. Nous profitons également de l'opération, des travaux en cours actuellement pour renforcer l'efficacité des bâtiments existants. Voilà. Donc, on a une première tranche de réfection de toiture et d'isolation de toiture qui est en cours. Et nous avons d'autres projets pour augmenter l'efficacité énergétique de nos enveloppes sur les autres bâtiments. Alors oui, la GTB, forcément, aujourd'hui, Axel a assez bien décrit tout. Voilà, excusez-moi. Oui, donc je disais que les intérêts de un GTB, c'est alors évidemment pour maîtriser l'énergie, il faut savoir pour réduire les coûts énergétiques, il faut savoir où on consomme. Pour savoir où on consomme, il faut compter. Mais il y a aussi dans la GTB l'aspect suivi des installations, parce qu'on doit installer des équipements qui sont de plus en plus performants. Et aujourd'hui, un équipement performant, s'il n'est pas suivi au quotidien, ben, très vite sa performance peut dériver sans qu'on s'en rende compte, ou alors qu'à posteriori, avec des consommations d'énergie qui s'envolent. Et j'ai un bel exemple qu'on a vécu. Alors, c'était pas chez Bure, c'était dans une entreprise précédente où on venait de construire un nouveau bâtiment extrêmement performant. Cette entreprise est présente sur le marché de l'énergie et propose aussi des solutions de comptage. Donc, on souhaitait faire de ce bâtiment une vitrine. Et donc, nous avons mis du comptage au-delà de ce que exigeait la réglementation thermique en vigueur à l'époque. Et notre objectif de consommation énergétique, alors bâtiment de 2200 mètres carrés, 150 postes de travail, c'est fixé un objectif de consommation de 10 000 euros d'électricité par an. Et alors évidemment, suite au démarrage, je me suis tout de suite intéressé à tous ces comptages, et on a pu constater que la pompe principale du puits de géothermie, elle marchait à fond tout le temps. Et ça générait une consommation énergétique assez importante. Alors, grâce à la GTB, on a pu assez rapidement réagir, et il a suffi de descendre de 1 degré la température de consigne qui faisait tourner cette pompe.
qui n'avait aucune incidence sur ce qui se passait derrière, mais pour que la pompe elle marche à un régime qui était de l'ordre de 20 et 25%, et avec autant d'économies d'énergie à la clé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, nous on est convaincus. Je pense que les arguments aujourd'hui ne manquent plus pour installer des solutions techniques idéalement les plus poussées possibles. Alors après, il y a d'autres arguments. Chez nous, par exemple, le groupe souhaite qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, il y a tous ces arguments-là qui font que on a fait le choix justement de gros investissements. Alors c'est vrai que chez nous ça s'est un peu bousculé parce que c'est les uns qui entraînent les autres, mais je pense que si on arrive à démarrer notre installation, ce réseau de chauffage pour la logistique cette année, pour le siège, il est en cours de raccordement, le musée va être raccordé, enfin, le forum est un bâtiment récent, va être raccordé aussi. Donc ces installations vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, il va de soi que seul, qu'il faut aussi se faire accompagner, évidemment, et c'est pour ça que les opérations de communication que fait la T2E sont précieuses parce que on se sent forcément un peu perdu avec tout ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses, ça va très vite. Donc, il faut absolument se faire accompagner dès le démarrage du projet, pour y arriver dans les meilleures conditions possibles en termes de délai et de coût. Voilà pour Burt France. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que Alison, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Kretz, peut-être dans le chat? En tout cas, s'il devait y en avoir, parce que je vais être obligé de vous laisser, s'il devait y en avoir par la suite, je serais ravi de répondre à des questions par mail qui pourront être diffusées à tous les participants à ce webinaire. Ok, très bien. Ben, on vous transmettra si jamais il y a des questions et on les ajoutera. Bon, j'espère en tout cas que la présentation était claire, qu'on n'a perdu personne en cours de route. Mais... Non, c'était très clair, c'était très clair. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience, hein, Monsieur Kretz. C'est vrai que c'est important d'avoir ces retours concrets sur voilà, sur ce type de projet-là et avoir des retours d'expérience sur des choses qui ont pu se passer, voilà, et l'intérêt de la mise en place. Et qui se passe encore, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, on est bien parti pour. Donc. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci à vous. On peut passer donc au retour d'expérience de la société Paul Hartmann. Donc Monsieur Sébastien Wurtz, à vous la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc merci déjà de m'avoir invité. Donc je vais essayer de vous présenter la société Hartmann en 2 ou 3 slides et notre projet de GTB en pareil 1 ou 2 slides. Voilà. Donc la société Hartmann, donc le groupe Hartmann, donc on fabrique et on vend des dispositifs, différents dispositifs médicaux. La maison mère est basée en Allemagne, à Heidenheim. On est présent dans 35 pays. On vend nos produits dans plus de 100 pays. On a plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Voilà. Ensuite, je vais vous parler plus précisément de Hartmann France. Donc, Hartmann France, on a un site de production qui est basé à Lièpvre. On a un site de logistique qui est à Belleville, qui est à côté de Lyon. Et on a des enjeux énergétiques qui sont très importants. Et le groupe nous demande chaque année de faire des économies d'énergie. Et pour vous donner une idée, donc on a une consommation d'électricité de l'année dernière, donc de 22,5 gigawatts. Donc cette consommation est principalement liée aux lignes de production. Et on a 7,5 gigawatts de consommation de gaz qui est répartie à 60% pour la partie chauffage des locaux et 40% pour de la production de vapeur. Alors la vapeur, elle est utilisée, on a 3 salles blanches et dans le process, elle est utilisée dans le process
via les salles blanches. Sébastien, est-ce que vous pouvez rappeler aussi votre activité, ce que vous fabriquez sur votre site de Lièvre? C'est la slide suivante. Ah. Voilà. Merci. Donc, sur le site de Lièvre, l'usine est divisée en deux secteurs. On a la partie incontinence, où donc on fabrique tous les modèles, toutes les tailles de couches pour adultes et des alaises. Et on a la partie médicale, où on fabrique des pansements modernes avec du silicone qui accélère la cicatrisation des plaies. Et on a également on assemble des sets de soins pour les hôpitaux, on fait de la désinfection, de la gaz. Et donc, on a 4 clients. On a 4 clients principaux, donc c'est les hôpitaux, les maisons de retraite, les pharmacies et les magasins de dispositifs médicaux. Alors, il faut juste savoir que le groupe a fait le choix de ne pas vendre ses produits en grande distribution. Voilà. Maintenant, je vais vous parler rapidement de notre projet de GTB. Donc, ça fait déjà 2-3 ans qu'on voulait aller sur une GTB pour le site. Et donc, là, en fin d'année dernière, on a franchi le pas et on a décidé de commencer par les bâtiments tertiaires du siège social qui est donc basé à Châtenois. Et donc, on a décidé d'installer une GTB de classe A. Et le groupe nous a imposé le logiciel de supervision qui est un logiciel chez Siemens qui s'appelle Desigo CC. Voilà. Donc, on avait déjà une GTB dans les bâtiments. C'était une GTB qui datait de la construction des bâtiments, donc elle était totalement obsolète et on l'utilisait absolument plus. Donc, des problématiques. En fait, les problématiques, c'est déjà on n'a pas beaucoup de compteurs et on a surtout des compteurs qui ne sont pas communicants. Et pour donner un exemple, on a encore des compteurs électriques qui sont à disque. Donc, on les relève une fois par mois et donc, du coup, on n'est pas très réactif en cas de dérive des consommations des différents équipements, que ce soit des centrales de traitement d'air, des clims, les chaudières, voilà. Et ensuite, deuxièmement, toutes ces installations, en fait, on n'a pas de remontée des alarmes, on ne peut pas les visualiser, c'est-à-dire que quand une chaudière est en panne ou quand on a un défaut sur un groupe froid, en fait, souvent on subit un peu et on intervient donc que quand il y a une panne. Et le but de la GTB, c'est justement de pouvoir faire remonter toutes ces informations et de pouvoir les suivre et surtout d'anticiper et d'être beaucoup plus réactif. Voilà. Nous avons également le circuit de chauffage où en fait, c'est un gros poste quand même. On ne maîtrise pas également les dérives sur le réseau d'eau chaude. Et donc, l'objectif du projet de la GTB, c'est donc d'installer également des compteurs de calories qui nous permettront d'avoir une visualisation sur le chauffage. Ensuite, le projet, nous le faisons aussi pour coller à la réglementation du décret BACS et du décret tertiaire qui donc nous imposera de toute façon une GTP l'année dernière. Donc, on a décidé un petit peu d'anticiper. Surtout que, comme l'a dit Axel, les C2E sont doublés donc cette année, donc jusqu'en juin, donc c'est intéressant. Et l'avantage, donc la GTB, elle vous offre l'avantage vous pouvez maîtriser vos consommations, suivre les dérives, avoir de la réactivité et nous on l'utilisera donc on va créer donc un logiciel, le logiciel à part. En fait, je recommence. On va créer un logiciel uniquement pour la GTB et qui remontera donc tous les compteurs, toutes les alarmes techniques et donc gros, à peu près voilà. Passer à la dernière slide. Donc la dernière slide, c'est juste pour vous montrer que en fait, elle représente les 3 sites. Et chaque site, les informations de la GTB seront remontées sur un poste de garde qui est basé à l'usine. Et le poste de garde se chargera ensuite de dispatcher les informations vers la bonne personne. Donc,
soit les référents techniques ou bien le référent incendie, ça dépend quoi. Et je terminerai juste pour dire donc dans ce projet, on est aidé par Énergie Dev pour le montage du dossier pour avoir les primes C2E. Donc actuellement, on sait qu'on aura au moins 60 000 € de primes C2E sur ce projet qui est donc en cours de montage via Énergie Dev. Voilà Axel pour moi. Très bien, merci Sébastien. Pour revenir effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas appuyé, peut-être pas assez sur l'intérêt de la GTB au niveau aussi remontée des alertes. Effectivement, donc là Sébastien, vous l'avez bien expliqué. C'est vrai que on parle de maîtriser les différents équipements d'un point de vue programmation, température de consigne par exemple, etc. Mais c'est vrai que la puissance aussi de la GTB, c'est de gagner en réactivité et d'avoir ces remontées d'alerte, parfois même sur un téléphone portable. Alerte, voilà, l'éclairage est encore allumé. Alerte, on a une dérive par rapport à une consigne. Et ça, clairement, éviter des dérives de consommation, au-delà de les améliorer au départ, ça permet aussi voilà, des économies ou en tout cas éviter de surconsommer et de gâcher de l'énergie. Donc c'est un aspect qui est effectivement très important. Et là, on voit sur l'illustration que de la GTB pour Paul Hartmann, il y a pas mal de sujets qui sont rattachés, SSI également, les CTA, etc. Donc on peut rattacher voilà aussi les sous-compteurs, hein. C'est vrai qu'on en a peu parlé également, mais remonter les données de consommation d'énergie, voilà, c'est plutôt complet d'un point de vue maîtrise, suivi des différents indicateurs et puis alerte sur les dérives. Merci en tout cas Sébastien pour votre intervention. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alison, il nous reste, voilà, il est 11h40, il nous reste quelques minutes pour accueillir des questions s'il y en a, que ce soit pour Monsieur Wurtz ou pour des sujets liés plus globalement à la GTB. Donc, on avait quelques questions. Je vais essayer de reprendre le fil des questions qui a été posé avant. Il y avait une question notamment sur le fait de est-il prévu une prolongation de ce coup de pouce? Alors, oui, ça a été posé tout à l'heure, mais encore une fois, non, je ne pense pas, parce que généralement, en plus, quand il y a une obligation, il n'y a pas d'aide. Là, comme l'obligation arrive en application réellement début 25, il y a encore ce coup de pouce là. Donc, je pense qu'il sera amené à disparaître. Il a déjà été prolongé, donc voilà, je pense pas. On avait une question aussi sur le fait de savoir s'il était prévu la création d'une fiche C2E pour l'installation de compteurs. Alors, il existe une fiche C2E pour l'installation de sous-compteurs, mais uniquement liée au process industriel. Donc, aujourd'hui, pour les bâtiments tertiaires, il n'y a pas de fiche C2E précise pour le sous-comptage, donc uniquement pour la GTB qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, pour le process industriel, il y a une fiche qui existe, c'est la Inde UT 134. Donc Inde pour industriel. Là, on avait la BAT TH116 pour la GTB, donc bâtiment. Donc c'est uniquement pour l'industrie. Donc ça fera d'ailleurs, on est en train d'en discuter avec la tête de Grand Est. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain webinaire. Donc là, vous soyez attentifs. Il y aura sûrement un webinaire prévu prochainement sur le sujet, mais c'est bien séparé. Donc sous-comptage pour l'industrie et GTB pour le bâtiment tertiaire. Il n'y a pas de fiche C2E pour le sous-comptage tertiaire. Voilà, la GTB fait un peu englobe un peu le sujet pour la partie tertiaire pour le moment.
D'accord. On a une autre question sur quels seront les points de contrôle pour la GTB. Quels seront les points de contrôle? Oui. Alors, simplement, pour la GTB, ils vont vérifier que vous avez mis les moyens par rapport aux obligations. Donc, mise en œuvre d'une GTB de classe B ou A. Je ne pense pas qu'ils vont vérifier comment vous l'utilisez. Comme dit, c'est une obligation de moyens, donc il faut mettre en œuvre une GTB de classe B ou A. Donc ce sera simplement un contrôle sur site, vérifier que ça a été mis en œuvre. Si ça n'est pas mis en œuvre, voilà, justifier pourquoi. Donc, voilà, des critères SIA, c'est vrai qu'il y a une partie déclarative, donc il y a un premier contrôle sur la déclaration avec un échange à distance, voilà, la fameuse mise en demeure qui se fait à distance. Voilà, vous n'êtes pas déclaré, pourquoi? Là, comme on n'est plus sur une obligation de moyens, c'est voilà, est-ce que vous avez mis en œuvre un système qui répond à l'exigence? On a une petite précision par rapport au coup de pouce. On nous dit qu'il ne s'agit pas d'un coup de pouce, mais d'une bonification. Bonification. Oui, tout à fait. Oui, il y a une différence de vocabulaire entre les deux. Effectivement, c'est bien une bonification, donc avec une multiplication un coefficient multiplicateur de la prime. Donc le calcul s'applique normalement sur la fiche, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tableau de calcul, et à la fin du calcul des kilowattheures Qmax, on applique le coefficient multiplicateur, donc x2 si c'est une GTB, une nouvelle GTB qui est mise en œuvre sur un bâtiment qui n'est pas équipé aujourd'hui, et un fois 1,5 pour une amélioration de classe de GTB. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je vois quelqu'un écrire, mais je n'ai pas plus d'infos pour le moment. Bah si voilà, si on a balayé les questions, en tout cas, n'hésitez pas encore, même vous recevrez dans tous les cas le support. N'hésitez pas à revenir vers la tête de revenir vers nous s'il y a d'autres questions. Restez au fait de l'actualité et des communications. On fera, comme dit, d'autres événements également. On pourra revenir aussi sur le sujet de la GTB. On fera, comme dit, sûrement un événement sur le sous-comptage, là, d'un point de vue vraiment industriel. Et voilà, n'hésitez pas, même après le webinaire, à poser vos questions via les coordonnées qui vous seront transmises. S'il n'y a plus de questions, Alison, on peut clôturer ce webinaire. Donc, en tout cas, merci pour votre participation. Merci à toutes et à tous. Merci encore une fois à Vincent Kretz de la société Wurth France et puis Sébastien Wurtz de la société Paul Hartmann pour vos témoignages qui sont précieux. Et merci Alison pour ton aide pour l'organisation du webinaire. De rien. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.